Dans cet épisode spécial, je vais tenter de vous expliquer le Saint-Empire romain germanique, aussi connu comme le Premier Reich allemand. Parce que oui, comme la Bohème en fait partie, je suis un peu obligé de faire un épisode sur ce sujet, pour bien faire comprendre cet ensemble qui n'est pas si connu que ça. Mais d'abord, et aussi curieux que cela semble, on va faire un peu d'histoire récente et parler d'Union européenne pour illustrer mon propos. L'Union européenne, c'est, au moment où je tourne cette vidéo, une organisation supranationale qui s'occupe de pas mal de domaines comme l'économie, les finances, les infrastructures, l'éducation, la recherche ou la protection des données numériques, par exemple. Si vous regardez l'ancêtre de l'Union européenne, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, à ce moment nous sommes en 1951, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et le but est de permettre à la fois aux États signataires, France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, de se reconstruire et aussi de surveiller qu'il n'y a pas un pays qui surconsomme de l'acier pour produire de l'armement lourd comme des blindés, des navires de guerre ou des canons. Voilà, tout ça pour dire qu'en moins de 100 ans, on passe d'une organisation purement économique à une entité politique qui regroupe beaucoup plus d'aspects. Eh bien, le Saint-Empire, entre son début au couronnement en tant qu'empereur d'Othon Ier en 962 et sa dissolution précipitée par Napoléon en 1806, vous avez plus de 800 ans d'existence d'une entité politique qui évolue et qu'il faut recontextualiser selon la période historique que vous étudiez. Pour les besoins de cette vidéo, je vais me concentrer sur les débuts de cet empire afin d'éviter les digressions pendant mes vidéos sur l'histoire de la Bohème et casser ma narration. Voilà, et après cette introduction un peu longue, nous allons pouvoir nous attaquer au sujet et remonter en 800 après Jésus-Christ au temps de Charlemagne. Charlemagne, comme vous le savez probablement, est l'empereur des Francs. Depuis la mort de son frère, il contrôle un vaste territoire regroupant France, Allemagne et Benelux, faisant de son empire la grosse puissance en Europe de l'Ouest. Pendant ce temps, à Rome, il y a un pape, Léon III, pour qui la vie est compliquée. Comme il est issu d'une classe sociale populaire, eh bien la noblesse et le haut clergé le détestent. Léon III se fait souvent critiquer, voire calomnier, et une fois, il manque de se faire assassiner. Du coup, il s'exile en Saxe et rencontre Charlemagne. Là, il lui raconte tout, et Charlemagne lui dit en gros « Copain Léon, je vais proclamer que tous les trucs pas bien qu'on dit sur toi, c'est des mensonges, et aussi te donner du pognon et une troupe pour te protéger. Avec ça, tu vas pouvoir revenir à Rome triomphalement et chasser tous tes ennemis. » Ce que fait Léon III. Et maintenant qu'il est incontestablement rétabli dans ses fonctions de pape, il va dire « Copain Charlemagne, tu m'as soutenu alors que j'étais dans la mouise, du coup, je te nomme empereur romain. » Et de toute façon, à Constantinople, c'est une femme qui règne, l'impératrice Irène, et comme c'est pas très sérieux d'avoir une femme qui dirige l'empire, eh bien, ça sera toi l'empereur romain. Et il faut bien comprendre ce que cela implique. Du point de vue de l'Empire romain d'Orient, à Constantinople, la pensée dominante, c'est qu'ils sont Rome. Et que la fin de l'Empire d'Occident en 476, c'est juste un fâcheux contretemps. Et qu'ils sont toujours aussi puissants qu'avant. Et surtout que ils laissent les royaumes barbares christianisés comme les Francs gérer les territoires de l'Ouest, mais c'est temporaire, le temps qu'ils se refassent une armée digne de ce nom, et il faudra bien que tous ces royaumes plient le genou ou réintègrent l'Empire romain. Et du coup, quand Léon III nomme Charlemagne empereur romain, ça fait que Constantinople se retrouve avec un concurrent de poids. Bon, coup de peau, après la mort de Charlemagne et de son fils, l'Empire est séparé en 3 entités, en 843 au traité de Verdun, ce qui permet bien sûr à Constantinople de souffler. Et dans la partie la plus à l'est, la Germanie, un empereur va nous intéresser en particulier, Othon Ier. Alors Othon déjà, il arrive dans un contexte où la manière dont il a été désigné successeur de la Germanie, ou Francie orientale, fait grincer des dents au grand seigneur, parce que son père l'a directement désigné successeur, alors que le mode de succession était censé être par élection.
Du coup, Othon a commencé son règne avec des révoltes à mater, et une fois cela fait, il vassallisa le royaume d'Italie, qui n'occupait alors que le nord de la péninsule italienne. Et comme en 962, le roi de ce petit royaume se mit à assiéger Rome et le pape, Othon arriva en force pour sauver le pape de l'époque, Jean XII. Du coup, Jean XII couronna Othon Ier empereur romain, en se disant qu'il allait probablement faire comme Charlemagne et qu'il pourrait diriger la chrétienté tranquillement à partir de Rome. Mais non. Comme Jean XII trouve que Othon lui dicte un peu trop ce qu'il doit faire, il décide de comploter contre lui. Sauf que, manque de peau, Othon découvre le complot, revient à Rome avec son armée et dépose Jean XII en l'accusant de un peu tout ce qu'il peut. Puis il met en place un nouveau pape, plus fidèle, Léon VIII. Ce qui conforte Othon Ier dans son pouvoir, vu qu'il a un pape qui lui obéit. Par contre, le haut clergé de Rome et l'Empire romain d'Orient ne sont pas contents de cette situation. Et d'ailleurs, l'Empire romain ne reconnaît pas le titre d'empereur à Othon, ce qui ne va pas lui plaire, mais alors du tout. Et une fois que les Germains ont mis fin au raid des Magyars sur les villes allemandes, ils sont passés faire un petit coucou en Grèce, histoire de piller un peu et signifier que Othon n'était pas super content du manque de courtoisie de la part de la diplomatie byzantine. Mais si Othon se débrouille pour faire passer le titre d'empereur romain à son fils grâce à l'aide de Léon VIII, son empire n'est pas encore sain en lui-même. Alors avant d'accélérer dans le temps, je vais parler de la structure du pouvoir de l'Empire. Elle est très décentralisée et les pouvoirs locaux sont très puissants. Et à mesure que les pouvoirs locaux s'affirment, avoir des empereurs de la même dynastie devient compliqué. Du coup, un système par élection est mis en place, mais il n'y a que quelques grands dirigeants de Germanie qui votent. Ce qui fait que, en théorie, le titre d'empereur de Germanie ne se transmet pas forcément de père en fils. Mais bon, dans les faits, les pères essayent, autant que faire se peut, de transférer le titre au fiston. Cette mise au point étant faite, on va avancer dans le temps et arriver à l'élection d'un empereur connu comme Frédéric Ier Barberousse ou Friedrich Barbarossa. Pour faire bref, après son élection par les grands du royaume de Germanie en 1152, Barberousse alla demander au pape à Rome d'être couronné empereur romain avec la cérémonie et tout. Pour aller vite, ça s'est fait dans la douleur et avec des coups de pression, et une fois son titre obtenu, Barberousse rentra en Allemagne et le pape lui envoya des lettres incendiaires à la limite de le menacer de lui révoquer son titre. Du coup, Barberousse finit par en avoir marre et se nomme lui-même empereur et déclare que son empire est saint. Autrement dit, vu que c'est tout l'Empire qui est saint, du coup, lors de l'élection de l'empereur, eh bien, l'empereur est de base sanctifié, du coup, on peut se passer du pape. Ce qui, vous vous en doutez, ne va faire qu'amplifier les conflits avec le pape à Rome et le Basileus de Constantinople pour les années à venir. Voilà. Avec ces informations, on va pouvoir avancer plus sereinement dans les vidéos sur l'histoire des pays tchèques. Si vous ne deviez retenir que quelques informations concernant le Saint-Empire romain germanique, c'est très gros, très puissant et très divisé en petites principautés avec un système d'électeurs pour désigner l'empereur, mais avec des empereurs qui s'arrangent pour faire élire leur fils. Et surtout, c'est une entité en conflit avec la papauté et en rivalité avec Constantinople. Ah oui, et surtout, c'est vrai en général avec les rois, mais c'est encore plus vrai avec les empereurs du Saint-Empire, le pouvoir est personnel au souverain. Et du coup, chaque souverain a son mode de gouverner. Ce qui signifie que le Saint-Empire fonctionne différemment d'un empereur à l'autre, et aussi quand les empereurs prennent des décisions face à des événements importants. Mais ça, on verra ça plus tard. Voilà, maintenant que vous avez une meilleure compréhension du Saint-Empire, on va pouvoir avancer plus sereinement avec l'histoire de la Bohême et de sa place dans cet ensemble politique. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.